Alors, merci à tous d'être venus à cette conférence débat Chine-Afrique à l'ESCP Europe. À l'ESCP Europe, donc, on a un certain nombre de particularités. Vous le savez peut-être, 6 campus sur l'Europe. Donc, véritablement, ce n'est pas uniquement une école française, c'est une école européenne. Et un des points qui va être très intéressant à débattre ce soir, c'est évidemment quelles sont les opportunités pour l'Europe qu'offrent la Chine, l'Inde, l'Afrique, Chine-Afrique. Quels sont les échanges possibles? Et voilà, donc nous accueillons ce soir ce que j'appelle moi les civilisations du soleil. Et on va donc mélanger un peu avec nous les Occidentaux. Et pour se mettre dans l'ambiance, on revient il n'y a pas longtemps avec notre dean international, Léon Leluza, et notre émérite professeur de finance, Jyoti Gupta, d'une délégation en Inde. Et on a vu beaucoup d'universités partenaires, un certain nombre de personnes. Et alors je vais faire quelques phrases en anglais. Hein. Ce soir, il y a du français et de l'anglais. Et souvent, j'avais coutume de dire, as the only European looking of the delegation, on va parler business, on va parler économie avec le célèbre économiste Jean-Joseph Boyau. Jean-Joseph, auteur de ce livre assez exceptionnel. Nous allons recevoir ce soir donc, des diplomates, dont un ambassadeur très important, que je vais laisser le soin ensuite à notre dean international Léon Leluza et Jyoti Gupta, émérite professeur de finance, vous présenter ensuite. Nous allons donc avoir une table ronde, un échange, par des questions qui ont été préparées. Nous avons une tradition à l'ESCP. Moi-même, quand j'étais étudiant à l'école, bien avant donc d'être conseiller spécial auprès de notre directeur Franck Bournois et maître de conférence, j'étais moins sage, j'étais très vie associative, et parmi les associations, j'ai beaucoup participé à des choses de tribune aussi, on faisait des conférences, donc la tradition de tribune est exceptionnelle à l'ESCP, ce sont des élèves qui travaillent les questions, qui vont pouvoir interviewer, et nos invités répondront ou ne répondront pas, d'ailleurs on verra si c'est politiquement trop incorrect, à leurs questions. Voilà, vie associative qu'on a développée cette année. Alors, avant de lancer complètement la conférence et de céder la parole à Léon Leluza, notre dean international, je voudrais dire quand même qu'on a une spécificité aussi à l'ESCP Europe. On a ces valeurs, les humanistic values, c'est important pour nous. Le social impact est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et on place un peu cette conférence sous le sigle du social impact. Social impact, c'est beaucoup de choses. Alors évidemment, moi je suis plus sensibilité à la cause, puisqu'il y a 30 ans maintenant, étudiant à l'école, j'ai été cofondateur des Restos du Cœur, et c'était une association étudiante au départ. Et cette année, on a continué sur cette lancée pour poursuivre cette tradition, toujours dans ce social impact. Nous avons lancé l'insertion du cœur, et on vous l'annonce, nous avons accueilli notre première promotion de migrants, donc une vingtaine de migrants qui s'intègrent très bien à l'école a priori et qui, se mélangent à nos étudiants d'élite. Donc c'est quand même pas n'importe quelle business school, puisque il y a aussi des étudiants boursiers, on ouvre, et des gens donc, qui ont des origines de ce bloc de Chine-Afrique aussi. Donc on est déjà dans l'ambiance dans l'école. C'est important, et cette possibilité qu'offre cette école sur ce social impact a été beaucoup rendue possible grâce à l'ouverture de notre formidable directeur, notre dean, Franck Bournois, qui là-dessus tient beaucoup à ce que l'école développe ses valeurs humaines. Without further ado, comme disent nos amis anglo-saxons, sans transition, et pourtant la transition était longue, je vais laisser la parole à notre dean international, Léon Leluza, qui va vous présenter nos invités. Je vais parler en anglais, en nom de notre ambassadeur. Dear distinguished guests, dear friends, dear colleagues, dear students, it's our honor and our privilege to have such a great guest speaker, His Excellency Dr. Kumar, Ambassador of India in France, his former Ambassador Mr. Keraman in Algeria, Dr. and Professor Boileau, famous economist,
Mr. Shenva Thieu, Cher Shenva, entrepreneurs, producers, former National Secretary of UMP for Asia, Cher Lieven Fellow, chairman and founders of a very well-known think tank, Sherpa. China plus India plus Africa. This is a new equation coined by Professor Boileau as Chin-India Freak or Chin-Africa. Excellent. Thank you. And I think this is very important topics. By 2013, it is said that 45% of world GDP will be with these three regions. And more than half of world population also with these three regions. That's why this conference is very timely. It will address major issues and challenge, and also question the place of Europe in these new equations. ESCP Europe, as Alexander said, is a pan-European business school with 6 campuses in Europe. It's very involved in these 3 regions. We cooperate with 9 academic partners in China, like Shanghai Jiaotong. We have 7 partners in India, like IIM Ahmedabad. We come with dual degrees, a new one. We have 3 academic partners in Africa, like University of Stellenbosch. We attract each year 350 Chinese students, 130 Indian students, 240 African students. Our students are doing internships in these regions, and a lot of alumni, of course, works in these regions. I believe that this conference will strengthen our ties and our friendship in these regions. So I wish you all a very fruitful dialogue, and thank you very much. Hello, good evening to all of you. It's my turn now to welcome you all to this forum, and I think, as Leon said, it is a forum which is forum of the future, because these 3 regions, because India, China, I will call them regions, given their size, given their population, and Africa also is a region. So these 3 regions, as he said, will be in the future represent, I think my figure says more or less, it depends how far you look in the future, but I think they will be more or less 50% of the global GDP. So I think it's time that we start thinking about it. So I won't waste much time. I'll just say that I have the honor and privilege of inviting our ambassador, Dr. Mohan Kumar, to address the forum. I'd just like to add that he is a Francophone, and he is an alumni of Sciences Po. He did his doctorate from Sciences Po. He's also maître de conférence of the ESCP since, I think, about 1 month. In addition to that, he told me many times, and I think that's interesting, he wanted to be a professor, you see. Then he realized, because his parents were teaching profession and they were not very well treated in India at that point in time, so his father told him not to be a professor. So he became a diplomat, but still in his heart, he wants to be a professor. So maybe we'll have our, privilege of having you with us for some time. In addition to that, I would like to add that he has been one of the architects
of negotiating with World Trade Organization. So he worked on behalf of India to enter India into the World Trade Organization. So His Excellency, Dr. Kumar, we are very grateful that you are here, and we would like you to come and address the forum, please. Thank you very much, Professor Gupta, my good friend Jean-Joseph Boyou, Ambassador, my colleagues, and of course, organizers from the ESCP. I'm really happy and pleased to be here. It's a great honor to be addressing students from such an impressive school in Paris. What I propose to do, because there are others who are waiting to speak, I have also agreed very willingly with the organizers that I will stay back for the interaction with the students, and I think that's the best part of the whole conference in any case. But I think I will begin by making some comments on Shindy Africa, but we will listen to the author and the original architect of that expression later on. And I will then, if you allow me, talk also about India's current situation, the new government, and where we are in terms of economic reforms, because I do believe it's extremely important the way India goes, not just because we are 17-18% of humanity, but also because of the increasing weight I believe India has in the global economy. As far as Chindia Africa is concerned, I think it's an extremely intelligent and powerful way of putting across an idea that I fully expect from someone like Jean-Joseph, whom I have known for some time, for at least a decade, when I was posted here as DCM earlier on in the mission. I think the factor of demography is very obvious, and I draw the attention of all present to a recent article by Ruchir Sharma, who works for Morgan Stanley, and he's the guy who's talked a lot about BRICS and emerging economies. And Ruchir Sharma makes the point, actually, it's a very counterintuitive point he makes. He makes the point that actually global population is not on the verge of explosion, and on the contrary, we have a problem of declining population. And that he really thinks that Malthusian theory, which has been proved to be in any case not valid a long time ago, he makes the point that actually the few areas where there is population is what is going to save the world, because otherwise, if you look at consumption patterns, if you look at the working population that you have in populations across the world, it's declining very rapidly. So Ruchir Sharma's article, if you just Google, I can't remember the title of the article, but if you Google, I'm sure you'll be able to find that article. It was, I think it came out just a week ago. My point is something different. I think demography is an important factor, and it is a common thread with at least the three regions that Jean-Joseph wants us to focus on. But for me, the larger point is the quality of population, and that is going to be a critical factor, at least for a country like India, which means that the investment that you make in education, the investment you make in health, the investment you make in infrastructure related to human resources is going to be critical for a country like India. And that will decide whether the country will end up having a demographic dividend or whether it will turn out to be a demographic disaster. I think that, frankly speaking, the jury is still out. By the way, I told the organizers that I'm speaking on Chatham House rules, so if the press is present, I trust you not to carry it in Figaro tomorrow. So that is something that I would request, so that one can speak frankly and have a debate on the issue. So I think the fact that whether it is going to be a demographic dividend or a demographic disaster is something on which the jury is still out. That is the first qualification that I will make to Jean-Joseph's excellent thesis and book. The second thing that I will say is the evolution of technology and the ability of populations to use technology for advancement. That also varies from region to region.
It's not the same in India, it's not the same in Africa, it's not the same in China. Even in India, it varies from place to place and region to region. So that is something that is going to be a critical component of how each region plays its due part in this global scenario. There are regions in India where technology is more easily acceptable to the population. There are other regions where people find it difficult to use technology. What the government is going to do in terms of spreading technology, net neutrality, for example, is a big issue. Mark Zuckerberg came to India not because he loves India or not because he loves the Indian Prime Minister, because he has a market. There is a fantastic market in India which is waiting to be exploited. So he came. And then he said, I'll make the internet absolutely freely available to people in rural India. We said, wonderful. And we've created a Nokia basic phone, which can access this. And suddenly we realized that it is not net neutral. And this is a different debate. I don't want us to go away from Chindia Africa, but I'm illustrating this example to make the point that everything is not automatic in life. And even theories such as Chin India Africa need not be automatic. There are imponderables, and I'm trying to underline the imponderables. And one imponderable clearly is technology, and the way countries and populations use technology for economic advancement. The way governments are able to mainstream technology is extremely important in terms of the economic advancement that the country can make. The third imponderable, if you like, is innovation. And there is a lot of reference to frugal innovation in Jean-Joseph's book, which I enjoyed hugely. And for those of you who are interested, one book that you must absolutely read is by Mariano Mazzucato, a book which is called The Entrepreneurial State. Please read it if you haven't read it. If all of you think it is Steve Jobs, God bless his soul, who needs all the credit for Apple, this lady, Mariana Mazzucato, who's actually a professor in the University of Surrey, she debunks this theory completely. That every single component in the Apple phone was actually because of government-funded American research. It had nothing to do with Steve Jobs. He just brought all of them together, and that part of the genius we must accept, that he brought all of this together. But every bit of it, in terms of the touch screen, in terms of the internet, everything was done by government-funded research in laboratories in the United States. And she goes on to make the point that this feeling that it is private sector which comes up with absolutely world-changing innovation is completely false. Whether it is nanotechnology, whether it is electric vehicles, your Tesla and the rest of it, read that book. It's a book that I beg all of you to read. It's a fantastic book which busts this theory that if you have a capitalist model in which you get individuals to do whatever they want for profit, everything will fall into place. Nothing will fall into place, as we have realized since 2008. So that is something that I would expect every one of you to read if you haven't read. But it is extremely relevant for India because India never bought this theory hook, line, and sinker. There are other countries which bought it, but India never did. Partly because of our own ideological past and historical orientation of, the state being important. I expect my French people to have some sympathy for my argument at this stage. But anyway, that's beside the point. I mean, your whole idea that the state is important, the state is responsible, the state can help individuals is a very important thing. And if you look at the history of development of South Korea and Taiwan, Chinese Taipei and other countries, state played an extremely important role. Now they can talk about private sector. But what about the role of chaebols? What about the role of the state, even in China? So this, I think, is extremely important, which is why I bring up innovation. And Indians are famous for doing a lot with very little. I don't know if that makes sense to many of you. It's a question of trying to do something with only 4 hours of electricity. It's trying to have a 21st century economy with a 19th century road and port. The airports have become much better now, arguably, but nothing else is. So,
The airport is fantastic, but you get out of the airport 5 kilometers and then you're back into. So you have those kind of issues. And there is a wonderful Indian word for it, Hindi word for which there is no English translation, unfortunately. It's called jugaad, which is really a question of trying to see if you can get the maximum out of all sorts of problems that you have to face. I've always wondered why the students who study at IIT in India, Indian Institute of Technology, which is very famous and so on, they go to MIT, Stanford and do very well. Partly it's because they have used to, cramming so much with very limited resources at their disposal. They go to US and find that, oh my God, everything is available and this is no big deal. This is not what we really came here for. We were doing much more important things with very little resources. And what has happened in the Indian economy actually is that for these reasons, the incremental capital output ratio that economists like John Joseph would know more about it than I do, is actually the best in India compared to the other two regions we are talking about, which really translated into layman's terms means that for $1 of investment, you get actually much more in terms of GDP growth in a country like India. You have to invest very little in India to get the same 7% increase in GDP growth as opposed to China and the rest of the regions, which is just as well. Because if India started consuming the same amount of steel, electricity, cement that China does, then I think you can say goodbye to COP22, COP23 and the rest of it. The whole planet will come down. So just as well that at least we are consuming less energy, less whatever, to actually get there. So that's very important, but that's part of innovation. Look at the fact that in India, people will meet friends, and they will say, when I reach the railway station, I'll give you a missed call. You don't talk on the phone, but you just say, get a missed call. Have you heard of this? I mean, a missed call is supposed to tell you everything. And you don't even get to talk to the person about the phone. You don't use the phone at all. You just say, I'm going to reach somewhere, or a girl, for example, will say, I'm reaching point X to point Y. As soon as I reach point Y, I'll give you a missed call to your mother, just to know that I've reached safely. They don't talk to know whether they have reached, but that is a missed call. So the phone is not used, so you're saving money. So I'm giving a ridiculously small example to make my point, but this is all part of trying to see whether you can achieve whatever you can achieve with very little resources that you have. So that is part of the innovation. The other issue is we don't talk about it because it's politically incorrect, but I think we should talk about it, which is that when you talk of Chindia Africa and what we can do, peace and social harmony in the country is important. You obviously can't develop if parts of your country or substantial parts of your country are going to face social conflict or even political conflicts. So that is important, and I think we should face that head on. I mean, look at this refugee thing which is happening in the EU. Not many people thought, as we were discussing Greece and EU just 6-8 months ago, who would have thought that you would have had 1 million people at your doorstep? And yet, that is what we call a black swan event. Something that was unexpected, unpredictable, nobody thought it would happen. But I think that is important to factor that in, whether societies are capable of evolving peacefully over time by managing internal conflicts. And that's an important aspect. And I think that will make a big difference as to where Chindia Africa ends up in. The last point I wanted to make, which, the book obviously covers a whole lot of points, Jean-Joseph, so I'm not making those points because those are excellent points. So my intervention should really be seen as something additional or something explanative to what has already been excellently, done and detailed by the author. The last one I would make is soft power. And I believe that it is not just important, not only in diplomacy, but even for a country to have some attractivity to its values and even to its own production of goods and services, I feel happy when India makes Bollywood movies, not because those movies are all good, half of them are absolutely lousy, but the fact is people love them, and that's good. The whole world loves Bollywood movies, and if you go to Africa, Bollywood movies are sought after, and they convey a certain message. To me, that is important, because everything need not be weighed
necessarily in terms of dollars and cents, and that's the Indian point of view as well, if you like. So I think soft power is something that I would focus on. And if you actually see the relationship that India has to Africa, we have never, I would say, and I can say this confidently, we have never coveted their raw material or resources. It's always been about a Tata bus which plies in some remote village in Africa. And you see the word TATA, Tata, it's a well-known business house in India, you feel happy. And the people in Africa feel happy. That, okay, we are being given a bus by India which can go from point X to point Y. The Kirloskar irrigation pump. Kirloskar is a famous business house as well in India, and they have been in Africa for a long time. It's just an irrigation hand pump by which you use that pump to get water out. And you're doing that in a region which is arid, which has no water. And that is such a life-changing thing for a woman who's running a house or for a farmer. Pour l'école, c'est en train de se positionner sur 3 grands axes. Un premier, nous l'allons ce soir parce que c'est quelque chose de très récent. Un programme, parce que l'école, c'est avant tout une école, c'est des professeurs et des élèves. Un programme que nous avons baptisé ABCD Europe. Alors ABCD Europe, c'est quoi? C'est Advanced Business Cultures Diplomacy for Europe. Très important. C'est aussi Cultures for Business, ABCD Europe. Nous allons faire un programme destiné à l'élite des étudiants mondiaux, de tous les pays, de Chine, d'Afrique, d'Amérique et d'autres pays d'Europe. Et nous allons les entraîner, dans la foulée de ce que nous faisons déjà, au Parlement européen, où nous rompons nos élèves aux techniques de négociation avec les négociations européennes pour que ça leur serve. Si un jour ils participent à des boards, à des executive committees, enfin, on développe un certain nombre de skills qui vont leur servir dans leur carrière professionnelle. Et donc, ça peut être fusion-acquisition en Europe, on va avoir management public en Europe, bien évidemment un volet social impact. Je reviens d'Inde, alors là-bas, ils appellent ça le côté Robin Hood. Donc, c'est vrai que c'est assez marrant, c'est le côté Robin des Bois redistributif, mais là aussi, il n'y a aucune raison qu'ils n'en profitent pas. Donc, ça, c'est pour la partie, quelque part, des élèves d'élite, mais aussi des boursiers. Et on va le faire sur plusieurs campus, car le campus de Berlin, le campus de Paris et le campus de Varsovie. Alors ça fait un petit peu comme ça fait un peu Yalta, un petit peu ambiance diplomatique aussi, et dans des lieux très, type Quai d'Orsay. Enfin voilà, l'ambiance est importante aussi, et le contenu bien sûr, puisque nous avons un corps professoral exceptionnel dans l'école qui travaille beaucoup sur tous ces programmes. La troisième direction, évidemment, qu'on développe, c'est, on va dire, le owner-managed attitude. C'est quoi l'owner-managed attitude? C'est, en fait, owner-president-manager, c'est le propriétaire dirigeant, on va dire au bon sens du terme. En France, il faut toujours un petit peu faire attention, c'est pas la même chose que les anglo-saxons. Nous avons des cadres supérieurs exceptionnels, nous avons des technocrates exceptionnels, bien sûr, mais c'est une attitude qui vise à transmettre à nos élèves le sens de la responsabilité, véritablement, sustainability, competitive advantage, les avantages compétitifs, oui, mais aussi la sustainability. Et donc, cette attitude de propriétaire, nous restons comptables, on l'a dit au niveau de l'écologie de la planète que nous laissons, mais comptables d'un certain nombre de choses, responsables, je vous rassure, responsables mais pas coupables, mais quand même. Donc on inculque cette notion de responsabilité pour que nous ayons à la fin, que ces élèves d'élite repartent, et quand ils sont impliqués dans leur vie professionnelle, les entreprises, les gouvernements, autres, gardent cette mentalité que c'est eux qui ont à prendre leur destin en main. Il faut qu'ils apprennent à le financer et à voilà. Because our students have really worked hard preparing questions for you and about the book about Jean-Joseph Boyau. So Jean-Joseph Boyau, many things could be said, of course. Cofondateur de l'Euro-India Economic Business Group, conseiller auprès du ministre des Finances, donc professeur ENS. Beaucoup de choses. Mais juste une anecdote avant de laisser la parole directement à Jean-Joseph, parce que véritablement son livre est exceptionnel, et vous allez le découvrir dans le texte grâce à lui. Vous allez rentrer dans sa dynamique. Il y a maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années, j'écrivais mes livres sur la mondialisation. J'en ai écrit 3. Et donc,
à Hong Kong. Des amis communs nous avaient présenté. Et Jean-Joseph, donc nous avons pris un petit déjeuner à Hong Kong et nous avons échangé comme ça sur le monde, sur la mondialisation. Et Jean-Joseph a été totalement précurseur, puisque lui, ça faisait déjà longtemps qu'il était sur le phénomène de la mondialisation. Il a été visionnaire là-dessus. Et ce n'est pas étonnant que ça c'est lui qui a été l'architecte de ce terme Chindia-Afrique, puisque déjà, et c'était avant que la grande mondialisation ne démarre, alors on parle d'un temps que certains étudiants ici n'ont peut-être pas connu, mais déjà on avait ces discussions, et Jean-Joseph avait vu ce côté emerging power et en parlait déjà comme une source incroyable d'avenir. Donc en plus d'être un économiste exceptionnel, il a fait véritablement des qualités d'anticipation totalement exceptionnelles. Mesdames et messieurs, j'allais pas dire for the first time in France, mais en tout cas, et non plus pas for the first time in SCP Europe, but without further ado, vous allez applaudir Jean-Joseph Boileau, qui nous a fait un livre exceptionnel et qui nous fait l'honneur de venir nous faire lui-même la présentation et nous faire voyager, nous continuer à nous faire voyager en Chindia-Afrique. Jean-Joseph Boileau, c'est à vous. So if you don't mind, I'll shift to French, unless there are people who can't understand French. May I know who can understand French? Just one? Okay. So there are slides in English, and I can easily shift from French to English. No, but my view is that in the coming world, there is no one universal language, which would be English. That's stupid. That's not the way the world functions. Sorry. You go to Africa. Okay, you have people who speak French, some who speak English, but 90% of the time, they speak their own language. It can be Wolof, it can be Swahili, okay? Why this language should disappear? You cannot express if you don't express in Wolof some ideas you have. So English is wonderful, like in India. English, Hindi, English. But well, 2-3% of the population speak really English. I'm going next Saturday to India for 1 month, and I know that I will speak most of the time Hindi, and a kind of Hindi English, because I'm studying with Patna. Patna, geography matters a lot. No, Patna is in Bihar. The image of Bihar we have usually is a distress, state, etc. No, Bihar is the origin, and especially in terms of governance, of state, of the today India. This is where Artha Shastra, everybody knows Sun Tzu, art of war, isn't it? L'art de la guerre. Very few people know Artha Shastra, l'art de la gouvernance. Why, I don't know, anyway. But this is a very, very deep understanding, for me at least, of how we should bring welfare to everybody. For that we need a state, but we need also for sure police, justice, and businessmen as well. So I'm preparing the translation into French of Artha Shastra for the next election, because my perception is that we have so much to learn from this treaty of governance, of good governance. If you visit China, okay, you can say that in China everybody speaks Mandarin. No, that's not true. That's not true. I spent 40 years of my life traveling all over, not the world, but I decided to start with India, China, and then Africa. It's not a small part of the world, isn't it? So in China, what do they speak? Mandarin is the official language. But when I was invited to talk, to teach in Hefei, where is Hefei? Nobody knows here, no? Again, geography matters, no? Hefei is a small city, no? 10 million people. This is the capital of a small state, no? What's the name of this province? We have Chinese students here. Hefei is? Anhui, isn't it? What language do they speak there? Thank you very much.
Is it close to Mandarin? Not at all. I learned Mandarin. I can tell you, my God, I spent whole year in France in 81. Every Tuesday and Thursday to attend these Chinese courses, no? But she forgot to tell me that it was not Chinese, it was Mandarin. And then after this year, I was so proud, no, with my Chinese. Land in Hong Kong. And start, no? Immediately to speak Mandarin. Nobody could understand a word, a bit, no? And myself, I could not understand them. And you know, in Chinese language, in Mandarin, there are 4 tones. And usually you think that maybe this is because you don't pronounce well, no? The first tone, ma. Huh? You know, it means either the mama or the horse, for instance. I tried for 1 week. Cantonese speak Cantonese. Cantonese, and for them, okay, you can speak Mandarin or you can hear Mandarin in Hong Kong, but for them it's like Latin for French. It's a foreign language, yeah? Now, if you go to Guangzhou, then from Hong Kong I went to Guangzhou and I spent about 3 weeks in the south of China. Nobody could understand my Chinese, so-called Chinese, Mandarin. I was, you know, and every day I was working hard. I was with my family. I was ashamed not to be able to order food, take my train tickets, etc., etc. They speak Cantonese. That's a fact. And Cantonese is much more difficult. They have 8 tones, not 4, 8 or 7 maybe. Anyway. Alors le monde appartiendra demain à ceux qui sont polyglottes. Polyglottes. And I can't speak, not fluently, but 9 languages. And I'm very happy whenever I shift from French to по-русски говорите, немножко, no? Or Spanish. Please, that's the world of tomorrow. And one of the reasons is simply because of Chindia Africa. I'd like to start with this example. Now shift to French. Moine, you don't mind? You're fluent in French, no? And not only in French, English, and what is your mother tongue? Tamil. Oh my God, one of the most difficult languages. No? South of India, they have this Tamil. The most difficult language in India, isn't it? Voilà, ce sont des mots de 25, 30, 40 voyelles, le Tamil, parce que c'est agglutinant. Donc je prends l'exemple des langues pour montrer le poids de Chindia-Afrique. Alors je suis un économiste, mais je suis aussi un sociologue et je travaille dans les sciences sociales. Je suis professeur de sciences sociales. Ce qui m'intéresse, c'est les sujets économiques, mais pour les comprendre, il faut mobiliser tous nos savoirs, ce qu'on appelle les sciences sociales. Voilà un bon exemple. Pourquoi rien que Chindia-Afrique condamne ni le français ni l'anglais à être la langue universelle de demain? C'est simple. Eh bien, parce qu'en Chine, excusez-moi, mais dans les années 80, les gens étaient très contents, les chauffeurs de taxi, avec la méthode assimile, ils voulaient tous apprendre l'anglais. Mais c'est fini aujourd'hui. C'est fini, ça. Plus personne ne va apprendre l'anglais. Non, plus personne. J'exagère, mais il n'y a pas cette furie de parler l'anglais en Chine aujourd'hui. Tout le monde est fier de parler le chinois, et quand je dis le chinois, les Chinois. Donc rien que parce que la Chine, c'est quand même 1,5 milliard d'habitants, eh bien il faudra bien faire avec le chinois, ou les Chinois. Voilà. Et qu'il y a autant d'étudiants en Chine qui apprennent les langues étrangères quand ils vont en Afrique. Quelle langue ils apprennent? Pas seulement l'anglais. Quand je vais donner des cours en Chine à des étudiants qui souvent sont destinés à aller travailler dans les zones francophones, comme à Refait par exemple, mes cours étaient en français. Parce que quand ils vont en Afrique, ils savent qu'il y a une partie anglophone, mais qu'il y a une partie francophone. Et dans les universités chinoises où on apprend, où on prépare la jeunesse chinoise à l'internationalisation, eh bien ils apprennent le swahili, bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'il y aurait aujourd'hui un ambassadeur chinois
dans un pays d'Afrique de l'Est qui ne parlerait pas le swahili, qui se contenterait de parler l'anglais. Mais non. Donc, Chine, ça fait déjà beaucoup de monde. L'Afrique, est-ce que vous croyez que l'Afrique sera demain le continent de l'anglais? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça sera le continent, alors vous voyez, je l'ai amené parce que c'est le dernier livre, j'en suis très fier, l'Afrique pour les nuls. Là, 450 langues, n'est-ce pas? 450 langues. Et de très belles langues, et très riches. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas exprimer dans une autre langue, surtout pas dans cet anglais ridiculement simplifié, qui ne veut rien dire. Ce qu'on perçoit de la vie. On ne va pas dire en anglais « I love you », vous voyez, c'est insipide dans plein de langues, et notamment en Inde d'ailleurs. Troisième continent, l'Inde. Ah, les gens disent « mais en Inde, tout le monde parle l'anglais ». Mohan Kumar, est-ce que je me trompe en disant que ce n'est pas vrai du tout? Et que deuxièmement, ce qui est en train de se développer, c'est au contraire la fierté de parler ces langues. De parler ces langues. Les Tamouls ne leur parlaient pas de parler l'anglais. C'est les plus, là-dessus, ils sont très durs. Pourtant, c'est en Inde la région où on parlait le mieux l'anglais. Surtout, on ne parle pas hindi. Et surtout, voilà, on ne parle pas hindi. Vous avez raison. Et inversement, je vais aller commencer par le nord. Donc là, je vais évidemment parler plutôt le hindi, mais je vais arriver ensuite à Calcutta, et ça sera les Bengalais. Et eux, ils veulent entendre parler ni évidemment de l'ourdou, ni du hindi, ni du malayam, ils veulent parler bengali. Donc je ne crois pas que l'Inde, qui va faire 2 milliards d'habitants, alors il y aura bien sûr une élite qui continuera de parler l'anglais, et qui parfois l'écrit d'ailleurs, beaucoup mieux que beaucoup d'anglais, oui c'est vrai, mais on est dans un monde polyglotte. Et c'est pour ça que je commence par cet exemple-là. Bien sûr que l'anglais, ça peut être très utile. For sure, it's fluent if you want to travel, eat everywhere and get accommodation. Maybe better to use some words, to know some words in English. Mais l'essentiel n'est pas là. Donc ça sera peut-être une langue de travail, mais ça ne sera pas la langue de la vie. Je vais donc donner quelques exemples pour montrer au-delà de ça. Alors je ne sais pas si je suis encore capable, parce que... Voilà, ben c'est bien. Donc je vais... Vous me faites signe 5 minutes avant, je vais prendre un bon quart d'heure pour vous faire rentrer dans ce monde. Pourquoi c'est important? Parce que j'y peux rien. On a beau dire que, bien sûr, la Chine, c'est grand, l'Inde, c'est grand, l'Afrique, c'est grand, mais nous sommes très loin, tous, de comprendre les bouleversements qui ne sont pas d'hier, du tout. Les bouleversements devant. Nous ne parlons que de la Syrie, peut-être un peu du Niger, enfin toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a autour de l'Europe, mais nous ne voyons pas le bouleversement qui se produit et va continuer de se produire. Et ce que j'essaie de faire, c'est mon travail, c'est de la prospective. Tu as eu la gentillesse de rappeler notre discussion à Hong Kong au moment de la crise asiatique. C'était un bon exemple. À l'époque, tout le monde disait l'Asie, c'est fini. En 97, avec la crise asiatique, l'Asie, c'est fini. C'était des mirages et non pas des miracles. Vous vous rendez compte quand même? Quelles erreurs de diagnostic ont pu être faites? Et derrière les erreurs de diagnostic, si c'était juste une erreur de diagnostic, ça ne serait pas gênant. Mais ce sont des millions de chômeurs aujourd'hui qui payent les frais de ces erreurs de diagnostic. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas voulu croire qu'en 2001, on signerait l'accord d'entrée de la Chine à l'OMC, à partir duquel elle a multiplié par 8 ces échanges, c'est-à-dire en fait des destructions d'usines partout dans le monde. Et ce n'est pas à cause de la Chine, c'est parce que c'est l'imprévoyance, l'incapacité de nos leaders à adapter, à s'adapter au monde qui change. Donc ce que j'espère en tout cas avoir réussi à faire petit à petit avec Chine Afrique, c'est de dire, ouvrez les fenêtres, ce monde qui est en train, là, de se faire, dans les 30 prochaines années, n'aura rien à voir avec le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et j'insiste aujourd'hui parce que quand vous prenez les nouvelles en France, ça m'arrive de passer de temps en temps en France,
Mais c'est effroyable, ce qui se passe. On a l'impression, si vous voulez, que la France est au centre du monde, que c'est une grande puissance qui fait le ménage partout. Hein, en Afrique, oh là là, heureusement qu'il y a la France pour stabiliser le Mali, le Niger et tout ça. Et alors, il y a bien évidemment une vision du monde cauchemardesque. Alors, par exemple, sur l'Afrique, c'est le best-seller, c'est Africanistan. Hein, le best-seller en France, tout le monde se réconforte en lisant des livres de mauvaises nouvelles sur l'Afrique, hein, Africanistan, mais aussi sur la Chine. Tous les jours, je reçois des appels de gens qui me demandent « Boileau, c'est quand la crise financière? Ça s'effondre ?» Non, c'est bien ça, non? Et alors sur l'Inde? Mais maudit, ça va casser, maudit. C'est un fasciste, toute l'Inde va devenir fasciste. Ben, regardez les nouvelles qui tombent sur ces 3 régions. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Eh bien oui, c'est pas difficile à comprendre. Quand vous n'êtes pas capable, dans une partie de football, de gagner, eh bien vous traitez les autres de tricheurs. Hein, puis voilà. Ben, c'est nous qui trichons avec le monde. Je suis content d'être à l'ESCP pour ça. Parce que c'est une école qui s'ouvre à ce nouveau monde. Alors, quelques éléments qui pèsent. Premièrement, il faut changer notre culture géographique. Nous ne voyons le monde, regardez les cartes de géographie qu'il y a en Europe, mais aussi aux États-Unis, c'est encore pire, je ne vous cache pas, où, vous voyez la France là, on la voit, mais je dois avoir un truc rouge quelque part, mais c'est pas grave. Vous la voyez quand même. Bon. Oui, dans les cartes de géographie, dans la presse et dans les magazines, elle est toujours au centre du monde, n'est-ce pas? Ce qui est normal, je ne vais pas reprocher. En Chine, la Chine est au centre du monde aussi. Vous allez en Inde, au ministère des Affaires étrangères, ou dans cet immense bureau magnifique du ministre de l'économie et des finances, la carte du monde qu'il a, c'est l'Inde est au milieu. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde de chaque côté, parce que vous voyez, comme c'est un océan au milieu. Oui, le problème, c'est que la carte d'un martien, le monde que verrait un martien aujourd'hui, sur le plan de l'activité du monde, elle est celle-là. Parce que lui, vous savez, un pôle Nord, pôle Sud, ne connaît pas. Ce sont des repères qui ont été fixés. Et fixés quand? Fondamentalement, lorsque, au XVe siècle, l'Europe devient la puissance dominante du monde, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan aussi scientifique, culturel. Mais c'est là, ça, la carte du monde actuel. C'est là que les choses se passent. Alors pourquoi? C'est pas difficile. Vous avez là 80% de la croissance de l'économie mondiale. Dans ce triangle, vous avez 80% de la croissance de l'économie mondiale. C'est pas basé sur Boileau qui a inventé. Vous prenez les grands rapports internationaux, type FMI, Banque mondiale, vous regardez chaque année comment le PIB du monde change, et simplement ce que vous faites, c'est vous regardez quelles sont les régions qui contribuent. Eh bien, il est là. Par exemple, la Chine s'effondre. Ah ben oui, elle s'effondre. Enfin, l'année dernière, la Chine a apporté à l'ensemble de la croissance mondiale, au gâteau mondial, vous voyez, vous êtes un pâtissier, la Chine a apporté à peu près 800 milliards de dollars de plus. Alors, vous ne savez pas bien ce que c'est que 800 milliards de dollars de plus. Le total de l'Europe, l'année dernière, ça a été 145 milliards. La Chine a apporté... Alors, vous voyez, c'est une crise très grave en Chine. En ce moment, vous voyez, tous les jours, vous lisez les journaux français, c'est une crise très grave. La Chine va disparaître, c'est évident. Sur le plan économique, le problème, c'est qu'elle continue d'être une locomotive. Et pour une raison simple, c'est que nos journalistes sont des gens excellents, j'espère qu'il y en a beaucoup dans la salle, mais ils ne savent pas compter, c'est le seul problème. Parce que si la Chine fait 5% de croissance, mais comme elle représente aujourd'hui, allez, je forçais le trait, ne retenez pas les chiffres, ils sont dans le livre en plus, 20 000 milliards de dollars, c'est ça la puissance chinoise, 20 000 milliards de dollars le PIB en parité de pouvoir d'achat. Si elle fait que 5% de croissance, ça fait toujours 10 fois plus que quand elle faisait 10% de croissance au début des années 2000. C'est pas parce que vous faites 5% de croissance que vous êtes en déclin. C'est effrayant d'entendre ça. Est-ce que vous voyez le raisonnement ? Et donc là, je vais aller en Inde, puis ensuite je vais aller sur Shanghai. Je sais bien que, bien sûr, la Chine ne connaît plus les 10% de croissance, mais que
on sent cette puissance chinoise qui s'affirme de jour en jour. Vous voyez, je lisais, de temps en temps, il y a des journaux, alors souvent, ce n'est pas des journalistes en titre, hein, ce sont des, comment on appelle ça, des pigistes, comme il y en a de plus en plus, mais en Chine, au rythme actuel, le marché chinois du commerce électronique pourrait dépasser en 2020, tenez-vous bien, l'équivalent du commerce électronique des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de l'Allemagne et de la France, réunis. Ah ben, je veux bien qu'on ne s'intéresse pas au e-commerce, hein, ou qu'on pense qu'il n'y a rien à apprendre du e-commerce en Chine. Mais enfin, si on ne le fait pas, on va passer à côté de la plaque. Oui, la Chine est en phase de mutation structurelle, parce qu'après avoir connu, vous voyez, 10% de croissance pendant 40 ans, eh bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais dans cette phase de mutation, si on n'est pas attentif à ce qui est en train de se passer, on ne va pas comprendre que la Chine soit aujourd'hui le premier, évidemment, intervenant en Afrique, par exemple. Ah oui, mais alors l'Afrique, la Chine en Afrique, la Chine pille l'Afrique. Hein, c'est ça l'idée. C'est pas... non, c'est plus compliqué que ça quand même. Mais surtout, c'est grâce à la Chine que l'Afrique aujourd'hui a décollé. C'est un fait. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné un coup de pied dans une fourmilière abominable. Dans les années 80-90, on avait mis un couvercle sur les politiques économiques africaines, on avait démantelé toutes leurs coopératives, leur système de régulation publique, etc. Il n'y avait plus d'État, les États faillis datent de cette période-là. Et l'Afrique est revenue sur un seul secteur qui était les matières premières, alors qu'elle avait, dans les années 60-70, commencé à s'industrialiser. Puis la Chine arrive. Et pourquoi elle va là-bas? Alors les gens disent pour piller ces matières premières. Oui, c'est un aspect, piller non, mais les matières premières, puisque, oui, vous voyez ça, le continent africain, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Alors je veux bien que ça disparaisse de la scène dans les prochaines années, que les djihadistes quittent le bordel partout. Mais comment voulez-vous faire disparaître de la planète 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire vous pouvez y mettre les États-Unis, l'Europe, la Russie, le Japon, l'Inde, la Chine, là, ça tient dans, vous voyez, ça tient dans cette petite masse-là. Comment pouvez-vous écarter, mettre de côté de la planète une population qui aujourd'hui fait à peu près 1,1 milliard, 1,2 milliard, donc juste en dessous de l'Inde, et qui va aller faire les 2 milliards d'habitants. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez mettre des condoms là, ou serrer le zizi de tous les mecs, les gamins sont faits. C'est un fait. Donc, 2 milliards d'habitants. Là, demain, pour vous qui êtes jeunes, 2050, c'est demain. Non, il faut faire attention à cette perspective. Moi, je peux vous le dire, puisque j'ai commencé à travailler sur ces pays. En 1980, à l'époque, on était des fous de travailler sur la Chine et l'Inde. Ouais, mais vous voyez, je termine ma vie, là, petit à petit, vous, c'est ça que vous allez faire. Donc, il vaut mieux que vous pensiez à ce monde de 2050 que de rester accroché sur le monde de 2016, 2017, les élections présidentielles françaises, c'est vachement important, ouais. Qu'est-ce qu'on s'en moque? Et elle va faire 4 milliards d'habitants à la fin du siècle. Alors, vous revenez en 1900, 1915, et vous allez jusqu'à 2000, ça peut donner l'impression que ça fait beaucoup, mais enfin, vous voyez, dans un livre d'histoire, ça tient en quelques pages. Eh bien, l'Afrique va faire 40% de la population mondiale. Est-ce que vous pouvez l'enlever? Non. Et pourquoi la Chine est allée en Afrique? Pour ça. Mais arrêtez de croire que c'est pour les matières premières. C'est parce que les marchés des pays développés étaient fermés aux produits chinois, que les produits chinois étaient en plus d'un niveau inférieur, excusez-moi l'expression. Pour eux, les marchés naturels, c'est l'Inde. Parce que le premier partenaire commercial de l'Inde, même si je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est le Made in China, monsieur l'ambassadeur, vous le savez mieux que moi. Il y a du Made in China partout, partout, partout. Et sans ce Made in China, la jeunesse africaine, mais aussi, je pense, en Inde, n'aurait pas goûté à la société de consommation. Les gens ne comprennent pas. Parce qu'on est obsédé en Europe. L'Européen, c'est un bosseur. Il faut bosser. Enfin, c'était un bosseur. Il faut souffrir. C'est ça, non, la conquête du Nouveau Monde. Christophe Colomb, etc. Mais oui, mais attendez, on peut penser que la vie sur Terre, c'est pas cette finalité-là qui est importante. Que la finalité, c'est plutôt la consommation, la prospérité, non, le temps libre.
Et de ce point de vue-là, dès lors que la Chine a permis à des milliards d'Indiens et d'Africains et des autres, je prends ça comme idéal type, d'accéder à la société de consommation, voyez ce téléphone-là, eh bien on le voit partout en Inde, et on le voit partout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il est made in China. Parce que la Chine, ça a été, et c'est encore l'usine du monde. Sans doute plus pour du bas de gamme ou des produits très peu chers. Mais comment voulez-vous faire ça sans la Chine à 50 $ pièce? Il me reste quoi? Une slide? Allez, une slide. Oui, oui, Surtout, ce qui est important, c'est que Jean-Joseph, bien sûr, tu vas rester avec nous sur le débat et que nos étudiants vont pouvoir... Voilà. Et je termine juste avec 2 idées. Non, c'est bien. L'Inde. Vous voyez, j'ai parlé de l'Afrique, j'ai parlé de la Chine. L'Inde. Mais l'Inde, c'est... Comment concevoir le 21e siècle sans l'Inde? Pourquoi c'est difficile à concevoir? Eh bien parce qu'elle apporte au monde quelque chose que la Chine n'a pas su, ne peut pas apporter, qu'il a lui-même dit. C'est cette capacité d'innovation frugale. C'est l'invention d'un autre concept, qui d'ailleurs a beaucoup d'influence en Afrique aussi. Vous trouvez beaucoup de points communs de ce point de vue-là. C'est le continent qui refuse le développement, j'y peux rien, moi c'est ma conception, je le dis, au sens où on l'entend nous. Perdre sa vie à la gagner, mettre dodo au boulot. On tempête contre les Indiens qui n'arrivent pas à respecter les horaires. Ouais, ben, n'empêche que si vous voulez avoir des rendez-vous au dernier moment, vous prenez votre mobile et puis vous appelez à minuit le président de la République, le Premier ministre, le grand patron, etc. C'est lui-même qui va prendre, qui va dire « Ouais, voilà, je te vois demain matin au petit déjeuner ». Là où en France, quand j'étais à l'ambassade, nous préparions des visites gouvernementales 8 mois à l'avance, dont 90% évidemment du programme était annulé, voire 100% quand il y avait des changements. Donc l'Inde apporte à ce triangle un élément novateur aussi, non seulement en termes de marché, en termes de production. Et donc ça sera ma conclusion. Pour pouvoir tirer parti, alors je crois que c'est là qu'il faut que je fasse, c'est parfois utile de... Voilà. C'est pas grave. Eh bien, je ne veux pas le faire, vous le trouverez dans le livre. Pour pouvoir tirer parti de cette puissance émergente, 80% de la croissance mondiale, j'y peux rien, c'est là. Elle est là. C'est pas grave, laissez le noir. Laissez le noir. On peut avoir 2 attitudes, bien sûr. La première, c'est de dire... C'est le made in China, là, attention. Hein, laissez comme ça, on laisse en noir. La première, c'est de dire... De toute façon, ils se casseront la gueule. De toute façon, ça ne se fera pas. Parce qu'on arrive toujours à trouver en Chine, en Inde et en Afrique des faiblesses, bien sûr. Et alors, on va se recroqueviller sur nous. Hein, la splendide ignorance des autres. Ou bien on dit, mais c'est notre chance. Regardez, il y a un chômage de masse en Europe, notamment en France, parce que moi, j'en ai marre de dire l'Europe. Je peux vous dire que quand je suis en Finlande ou en Suède ou en Allemagne, je ne sens pas ce pessimisme-là. Comme par hasard, ils sont extrêmement actifs sur ces pays émergents. Donc il faut arrêter de dire l'Europe. Il y a une partie de l'Europe, oui, qui ne fait plus rien depuis pas mal de temps maintenant. Quand vous avez la moitié de votre jeunesse qui est au chômage, d'un côté, et que de l'autre côté, vous avez ces 3 géants qui, en moyenne, font 5-6% de croissance par an, qui sont demandeurs de compétences. Ils sont demandeurs, bien sûr. Mais il n'y a que du bonheur, non? Vous voyez, il n'y a que du bonheur. Il n'y aurait pas de raison d'être pessimiste. Donc, si on est pessimiste, ben c'est pour 2 raisons simples. La première, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance, la culture de ces mondes. Voilà pourquoi on les a sortis dans la collection pour les nuls. On est tous nuls. Quand on doit travailler en Inde, ou en Chine, ou en Afrique, ce sont des mondes dont nous ne connaissons rien. Parce que tous nos livres d'histoire, etc., on en a des tas de livres, sont des livres qui sont la perception occidentale de ces mondes. Ce que je vous ai dit, par exemple, sur les langues. Alors on arrive en Afrique, ce qu'on appelle Glaser vient de sortir un livre merveilleux, hein, le français arrogant en Afrique. Ah, il connaît tout. Il connaît tout. Donc ça, c'est la première
chose à faire, se cultiver. Vous voyez, Gandhi, il a fait plein de choses très mauvaises dans la vie sans doute, il a fait pas mal de choses pas mal, et il a un dicton, une maxime, qui est dit « Vis comme si tu devais mourir demain ». Donc faites ça, là, aujourd'hui. C'est votre dernier jour. Mais apprends comme si tu devais vivre toujours. Alors, ça, on va remercier Jean-Joseph. Je termine le deuxième. Le deuxième, c'est les business models. Pour le débat, hein, parce que là... Non, mais je termine. Voilà. Le deuxième, c'est les business models. Et c'est bien que je sois ici à l'ESCP. Il n'y a pas un business model valable pour le monde entier. Il faut qu'on soit attentif. Gagner en Chine, gagner en Inde ou gagner en Afrique, ça veut dire se couler dans des mondes dont les logiques économiques, qu'elles soient microéconomiques, les lignées commerciales par exemple. Qui sait qu'en Afrique, il y a des lignées commerciales fantastiques, des gens qui accumulent du capital. C'est eux qui ont importé le Made in China. Ce sont notamment les commerçants Igbo de Nigeria. Ce n'est pas les Chinois qui ont découvert le marché africain. Ce sont les Africains qui, d'ailleurs, se sont installés aujourd'hui en Afrique. Donc, rentrer dans cet univers des business models. Et donc, en apprenant de façon humble à nous confronter à ces trois mondes, rapporter évidemment ce qu'on appelle l'innovation inversée, rapporter en Europe, en particulier en France, des solutions à des problèmes que nous n'arrivons pas à régler. Voilà pourquoi, pour moi, Chine-Afrique, c'est important. Ce n'est pas donner des leçons aux Chinois, aux Indiens, aux Africains, c'est dire j'ai pas mal de choses à apprendre, mais c'est cette idée, ce message très, très fort, positif, c'est ça notre avenir. Merci de votre attention. Alors, merci, on applaudit très fort. On applaudit très fort Jean-Joseph pour nous avoir fait rentrer avec cette passion dans l'univers Chine-Afrique. Mais Jean-Joseph, surtout, on va te demander de rester là, de nous rejoindre. Without further ado, comme disent nos amis anglo-saxons sans transition, on va demander à nos invités de nous rejoindre sur scène. De nous rejoindre sur scène pour le débat. Donc, pour le débat, vous nous rejoignez. Voilà. Ambassadeur, vous nous rejoignez sur scène, voilà. Voilà. Et alors, pour lancer le débat, nos étudiants ont préparé leurs questions. Ils vont immédiatement commencer par leurs questions percutantes. Joris, Saul, l'ambiance, les micros sont à vous. Test. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Donc, merci, messieurs, d'être présents ici à ESCP Europe pour nous présenter donc, votre vision de ce Chine-Inde-Afrique. Donc, on va commencer par exemple par ordre alphabétique. Donc, j'ai à ma droite monsieur Liévin Feilo, donc président fondateur de la Sherpa. Donc, la Sherpa, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce think tank, c'est le cercle humaniste d'engagement et de réflexion pour l'avenir de l'Afrique. Et donc, monsieur Feilo donc, va pouvoir nous présenter sa vision donc, des relations Sud-Sud. Donc, on a traditionnellement des relations qui nous sont présentées entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et là, donc, c'est l'angle qui est abordé par l'ouvrage Chine-Afrique, et donc qui va nous présenter la relation entre l'Afrique, l'Inde, la Chine, une relation Sud-Sud qui va structurer, comme l'a dit M. Boileau, le monde de demain. Monsieur Feilo, à vous la parole. Merci. Merci à vous, merci à Jean-Joseph pour ses mots tout à l'heure, merci à l'ESCP. Alors, je dis merci parce qu'il y a des symboliques qui sont assez fortes. Je trouve que le fait de parler de cette thématique ici à l'ESCP, qui est quelque part une signature de l'Europe, est assez symptomatique. J'ajoute que, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, Jean-Joseph parlait tout à l'heure de... Il y a des mots qui ont fait tilt et qui vont recouper un peu quelques axes de mon propos, notamment le fait que Jean-Joseph ait insisté sur la langue, sur l'imprévision, sur la mode de l'africanistan. Je le dis avec d'autant plus d'amusement que je suis rentré d'une conférence où j'étais intervenant avec notamment l'auteur de cet ouvrage et des notions qu'on a sciemment ou pas oubliées, comme
les PAS, les plans d'ajustement structurel, ou encore la notion d'innovation frugale. Monsieur l'ambassadeur en a parlé tout à l'heure. Globalement, pour ce qui est de la coopération sud-sud, bon, je crois que l'idée d'une coopération sud-sud est assez ancienne, puisque finalement elle remonte à la conférence de Bandung en 1955. Mais aujourd'hui, la coopération sud-sud, c'est un échange de bonnes pratiques, de capitaux, de solutions de développement stratégique entre des acteurs du Sud. Et puis, elle fait face à la coopération nord-sud qui, je ne dirais pas qu'elle est en perte de vitesse, mais en tout état de cause, elle est quelque part en train de muer et de devenir ce qu'on appelle la coopération triangulaire. Et réfléchir aujourd'hui sur la coopération entre la Chine, l'Inde et l'Afrique commande de s'interroger sur le fait qu'une somme de pays faibles puisse devenir des pays forts, ou sinon des pays, en tout cas de zones, puissent créer une force. Est-ce que 3 acteurs considérés comme faibles, alors quand je dis faible, je prends par exemple, prenez le PIB par habitant aujourd'hui, sur les perspectives 2016, si vous prenez les 30 premiers, vous n'avez aucun de ces pays, ni l'Inde, ni la Chine, ni, et encore moins aucun pays africain. Si vous prenez le PIB en valeur absolue, évidemment, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, juste derrière la France, et vous avez le Nigeria qui est logé à la 25e sur 30 places. Donc, c'est quand même... Voici quelques éléments de contexte. Alors, je vais essayer d'avoir une approche assez dynamique et rapide, et ensuite on échangera. Je dirais que j'aime bien dire que quand on parle de coopération sud-sud et quand on parle de développement concernant l'Afrique, j'aime bien essayer d'emmener vers un raisonnement, une réflexion, non pas en 3D, mais en 6D. Le premier D serait le développement. Entendez par là la définition du développement. Le deuxième D, c'est la démographie. Le troisième, c'est le dialogue. Le quatrième, ce sont les défis. Le cinquième, c'est la diaspora. Et le sixième, c'est un D spécifique pour la maison qui nous accueille, c'est le doing business. Je serai très rapide. Sur le développement, l'idée, c'est de dire l'Afrique doit... Juste une petite chose, Devin, excuse-moi. Tu vas reprendre juste la parole après, mais on a un invité qui l'avait dit depuis le départ, qui est venu, qui va devoir partir dans 10 minutes. Donc je voudrais qu'il puisse intervenir quand même avant de partir, et après on y revient. Très bien. Désolé de vous couper la parole. J'ai un train à prendre et j'ai pas envie de me lever à 5h du mat parce que vous savez, le sommeil c'est essentiel dans la vie. Donc je préfère ne pas rater mon train de tout à l'heure. Non, je voulais juste faire un propos parce que Alexandre et Léon ont eu la gentillesse de m'inviter à intervenir, de parler un petit peu de la Chine en Afrique. Alors, comme ce n'est pas visible à l'œil nu sur mon visage, je ne suis pas chinois. Donc je ne peux pas parler de la Chine, je ne connais pas la Chine, je connais très très mal la Chine, même si je suis d'origine chinoise, mais je connais certaines situations qui, aujourd'hui, que j'ai observées, c'est que je suis, ou en tout cas je conseille plusieurs sociétés chinoises d'État en Afrique, dans leur implémentation ou dans leur pénétration de ce continent. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est génial avec les Chinois, c'est qu'ils ont une capacité de narration et ils ont une bonne articulation entre l'État et les entreprises. Et ils ont, effectivement, comme je suis dans le sillage des propos du professeur, c'est qu'aujourd'hui, ils ont développé une stratégie de la croissance par l'extérieur. Et cette croissance passe par l'Afrique, alors qu'il y a 10 ans, la Chine était plutôt dans un esprit de coopération ou de sécurisation de l'approvisionnement en matières premières, mais aujourd'hui on n'est plus dans la coopération, on est dans la compétition. Il s'agit de vendre dans l'économie privée, bien sûr, mais également dans l'infrastructure, parce que pour la mobilité, ou en cas pour l'Afrique,
le message, ou en tout cas le modèle chinois, c'est quand même la sortie du sous-développement par la croissance. Et ça, c'est une stratégie qu'on voit un petit peu partout en Asie, ce que n'ont pas compris les Européens, qui sont restés un petit peu nord-sud dans leur compréhension des choses. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que les Chinois arrivent et il y a un vrai moment. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'idée vraiment particulière, mais il y a la conjonction de plusieurs moments, c'est-à-dire cette capacité à apporter des produits ou du savoir-faire dans des prix raisonnables, avec une tarification qui correspond aux besoins du marché, et surtout également une puissance de frappe. C'est pour ça que nous, les gens du Nord, en tout cas les Européens, nous avons quelques difficultés, parce que eux, les Chinois, ils ont le savoir-faire, ils ont la mécanique, c'est-à-dire l'exécution qui leur permet de donner des promesses de clients très très ferme, très fiable, comme en termes de durée, en termes de forfaitisation des prix, en termes, je dirais, de qualité. Mais ils ont également un truc que nous n'avons plus, malheureusement, c'est la liquidité. Puisqu'ils ils vont mettre en place une banque pour le financement des infrastructures. Et aujourd'hui, il y a quand même une volonté politique. Alors, je ne sais pas si les Chinois reprennent la carte du professeur. Ils ont des milliards, et puis ils prennent le map monde, et ils mettent des milliards sur chaque pays. Et bien évidemment, ces milliards ne sont pas donnés aux pays, parce que malgré l'amitié qu'ils ont pour les Africains, ils sont là pour faire du business. Ils ouvrent, en fait, ils ont un mode opératoire qui est extrêmement limpide, c'est que ils disent, voilà, la priorité, c'est 5 milliards par-ci, 10 milliards par-là, ou 100 milliards en Inde, mais ils ne donnent pas 100 milliards aux Indiens, ils donnent 100 milliards aux entreprises chinoises, c'est-à-dire qui vendent en Inde ou en Afrique. C'est qu'ils ont une articulation entre entreprises d'État et financement. Et la difficulté, c'est que par rapport à il y a 10 ans, c'est que malgré cette limpidité, c'est pas facile. Parce qu'en fait, les Chinois disent je veux bien vous financer, mais je veux aussi me faire rembourser. Et donc, en fait, il y a une équation chinoise dans les projets d'infrastructure. Cette équation est de dire que, voilà, moi, je veux bien vous prêter des milliards sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et tout ce que je peux faire, c'est que je vais vous facturer 1%. Voilà. Maintenant, il faut me payer mon 1%. Hein. Les autres vont vous facturer 5, 6, 7, 8, 9%. Hein, mais moi, je vous facture 1%. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de management de projets qui se développent, parce qu'en lançant un projet d'infrastructure, il faut évaluer, il faut mettre en évidence le modèle économique pour, justement, faire face à ce TRI de 1%, au lieu des critères de 6-7% un peu normatifs qui a été imposé par le Nord. Donc ça, pour nous, je dirais, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que je suis aussi là pour parler de la trilatéralité entre la France, l'Afrique et la Chine. Pour les Français, c'est une opportunité, surtout pour les étudiants de l'ESCP. Et en fait, il y a 3 aspects dans ces opportunités. C'est que, bon, voilà, nous avons un espèce de logiciel en commun qui s'appelle la langue. Bon, la langue française, qui n'appartient plus à la France, hein, elle appartient plus à la francophonie. Et c'est vrai que cette langue française crée une certaine proximité, parce que les Chinois, quand ils ont la chance de parler une langue étrangère, c'est plutôt l'anglais. Donc, ils n'ont pas tellement besoin de la France pour les zones anglophones. En revanche, pour la partie à l'ouest de ce continent, je trouve que les Français ont quelques singularités qui intéressent les Chinois. Donc, nous sommes en position de capter une partie de la chaîne de valeur des grands projets, parce qu'aujourd'hui, les Chinois aussi sont dans un état d'esprit qu'ils ne sont plus en mesure d'envoyer 500, 1000, 1500 travailleurs en Chine pour un chantier, parce qu'il n'y a que les Français qui pensent que l'émigration économique est un tourisme. En fait, non. Le directeur que j'ai vu il y a quelques jours me disait « Savez-vous combien ça coûte un cuisinier ?» Je ne sais pas, un cuisinier, ça coûte $500, $600. Ah non, un cuisinier, aujourd'hui, c'est $3000. Parce qu'avec l'élévation du niveau de vie en Chine, pour encourager quelqu'un à aller vivre en Afrique pendant 18 mois, enfermé dans un enclos, il faut sortir $3000 par mois, parce que les Chinois, ils sont heureux quand ils mangent bien. Donc, tout ça fait qu'en fait, aujourd'hui, on voit que les Chinois sont obligés
d'ouvrir la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'en fait, de faire venir, d'intégrer dans le processus de production des non-chinois. Que ce soit les Africains, parce qu'aujourd'hui, les Africains aussi, ils ont compris que nous sommes dans la compétition et nous ne sommes plus dans la coopération. Ils exigent la présence de travailleurs africains. Ils exigent aussi la présence d'entrepreneurs africains pour prendre des lots, en fait, des projets. Tout ça crée des sujets interculturels. Interculturels, c'est-à-dire là, dans le management interculturel. Et je trouve que nous, les Français, nous avons des points forts. Des points forts parce que nous avons quand même un potentiel éducatif qui est assez intéressant. Nous avons aussi une deuxième chose, en plus du français et du potentiel éducatif, c'est que nous avons en nous, en réalité, une très grande diversité. Nous avons un rapport avec la diversité qui est assez intéressante. Pas forcément la diversité telle qu'on l'entend aujourd'hui en France, c'était la diversité intra-civilisationnelle, mais on a quelque part aussi quelques points de repère sur la diversité intercivilisationnelle et le fait, je dirais, que les Français interviennent dans des chantiers sino-africains, ça peut donner de la valeur. Donc c'est pour ça que j'encourage bien évidemment les étudiants de l'ESCP à aller vers ces situations-là. Et c'est vrai, je reprends encore un repère lancé tout à l'heure par le professeur, c'est qu'il faut qu'on oublie un petit peu notre situation de départ. C'est-à-dire qu'il faut qu'on oublie un petit peu le fait que nous soyons où nous sommes des Français. Parce que le Français, il agit, en tout cas, il réagit ou il agit selon un triptyque assez traditionnel qui s'appelle émotion, conviction, action. C'est assez générique, ça extrapole un petit peu sur le réel. Il a tendance toujours à considérer que le réel est en panne, alors que la force est quand même dans le réel. Alors que le chinois, ou celui qui n'est pas dans cette logique, il est dans, c'est peut-être là ma double origine, ou en tout cas ma double culture qui me fait penser à ça. Il y a un autre triptyque qui fonctionne très bien en Afrique, ou en tout cas ailleurs d'une façon générale, c'est observation, compréhension, action. Et je pense qu'il faut qu'on ait de moins en moins de préjugés, en fait, de vision un petit peu trop réductrice. Il faut regarder la réalité. Cui les oiseaux chantent et les danseuses dansent. Donc, et à partir des réalités, on peut construire et trouver des frottements, des hiatus pour créer de la valeur. Voilà. Donc c'est ça un peu le message que je voulais vous adresser. Et comme je dois m'en aller et qu'on a parlé un petit peu de langue, je voulais terminer sur juste une petite blague pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que vous avez parlé de langue, de l'anglais et une blague un petit peu politiquement incorrecte. Donc j'espère que la demande de l'ambassadeur pour dire que tout ce qui se dit entre nous reste entre nous ce soir. N'hésitez pas, la conférence est filmée. Politiquement incorrect, c'est très bien. Donc à propos des langues, et c'est vrai que en fait, moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai appris l'anglais évidemment à l'école, et le jour où j'ai entendu Yasser Arafat à la télévision, j'ai plus du tout de complexe quand je parle anglais. Donc, en fait, je voulais vous raconter cette histoire. Nous sommes en 2009, en pleine crise européenne, la Grèce au plus mal, bien sûr. Notre ministre des Finances, qui s'appelle François Baroin, qui ne maîtrise pas du tout la langue de Shakespeare, comme vous le savez, arrive à Londres et appelle son homologue, George Osborne, et qui dit « Hello George, how are you ?» Et George lui répond « Fine, and you ?» Oui. Et là, il continue en français. « George, il faut absolument qu'on se voit demain matin à 9h pour parler de la Grèce. » Et George lui répond « Never !» Et François, à ce moment, réagit, dit « Pas de problème, 9h, 9h30. » Merci. Merci. Merci beaucoup, Chenva. On le rappelle, Chenva Thieu, entrepreneur, ancien secrétaire national de l'UMP pour l'Asie, et une sacrée intelligence hybride. Voilà, raccompagné par notre digne international Léon. Vraiment. Mais nous n'avions pas oublié ce que le président et fondateur de Sherpa, Lievin Felio, était en train de développer avec ses 6D.
Donc on va lui redonner la parole quand même, hein, cette interruption. Mais nous allons, pendant ce temps-là, demander à Béatrice Collin, notre doyenne, donc j'aime bien l'appeler notre doyenne électe, de nous rejoindre, de prendre... Et prendre place parmi nous pour alimenter ce débat de lumière pour équilibrer, parce que finalement, pendant quelque temps, on s'est senti en minorité, les Occidentaux, ça arrive rarement. C'est vraiment un, comment dire, Chindia-Afrique orientale, et pas seulement pour les nuls d'ailleurs, Jean-Joseph, n'est-ce pas? Même si l'Inde pour les nuls ne nous a pas échappé. Et on repasse donc la parole, a priori, au président fondateur du Sherpa Lievin Felio, et nos étudiants reprennent la main. Décidément, vous avez du mal à la garder, mais vous la reprenez quand même. Allez. J'essaierai de faire bref. Donc, j'ai dit, le premier D, c'est le développement, et derrière la notion de développement, en réalité, il y a la question de la définition du développement. Quelle est la définition que les Africains se donnent du développement? La définition que je propose, et qui est finalement assez simple, parce que pour qu'une définition soit pertinente, il faut qu'elle soit simple et claire, c'est de dire que le développement, ce sont des conditions de vie décentes pour le plus grand nombre. Ensuite, il y a le D comme la démographie. Jean-Joseph a presque tout dit. Je me permettrai juste de rappeler que finalement, on ne connaît pas beaucoup de modèles de développement, enfin de modèles de pays ayant accédé au développement sans avoir à un certain moment, d'une certaine manière, maîtrisé l'enjeu démographique. Le troisième D est celui des défis. Il est clair que c'est un peu la mode, d'aucuns a les yeux de Chimène pour l'Afrique, mais la réalité, c'est que ces yeux de Chimène s'expliquent par des taux de croissance intéressants depuis une quinzaine d'années. S'explique par une relative pacification du continent. C'est vrai que les conflits sont de moins en moins nombreux, même si on a un peu l'impression, vu de Paris, que la presse prend un certain parti. Mais il reste des défis colossaux. Les défis, c'est essentiellement c'est les infrastructures, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'environnement, c'est la santé, c'est la recherche. Il y a donc des défis qui sont des défis qui peuvent être relevés au niveau national ou sous-régional, et puis il y a des défis qui doivent l'être au niveau du continent, notamment celui de l'environnement. Et puis, il y a... Là, pardon. Je m'écarte totalement de mes notes parce que j'avais fait des choses beaucoup plus détaillées. Et puis, il y a le D de la diaspora. Et je crois que ce D de la diaspora nous rapproche l'Afrique de l'Inde et de la Chine. Voyez-vous, le poids et le rôle que la diaspora de ces zones a joué est absolument crucial et concourt de façon très sensible au développement. On pourra rentrer dans les détails un peu plus tard, mais songez que aujourd'hui, on considère qu'il y a 60 milliards de dollars par an sur le continent, enfin, qui sont envoyés par la diaspora sur le continent. 60 milliards, c'est... alors, sous la réserve naturellement qu'une partie des sommes adressées au continent n'est pas tracée. Donc, c'est certainement beaucoup plus. Mais vous avez une partie... Songez que l'Égypte, à elle seule, bénéficie de quelque chose comme 22 milliards. Et l'Afrique subsaharienne en est à au moins 33 milliards. Donc, il y a un rôle très important de la diaspora qui doit être que la diaspora peut jouer, d'autant que la Banque africaine de développement évalue à 95 milliards les besoins en infrastructures annuels pour le continent. Sur ces 95 milliards, si vous considérez que la diaspora aujourd'hui,
l'Afrique dispose déjà de 45 milliards. La question, c'est comment trouver les 50 milliards à venir, d'où la création du Fonds Africa 50. Et donc, la réalité, c'est que pour peu que la diaspora soit mobilisée, qu'elle dispose d'outils susceptibles de la mettre en confiance, de mobiliser son épargne, je n'ai même pas dit de mots sur l'ampleur de l'épargne, eh bien, la réalité, c'est que ces sommes seront atteintes et qu'une dynamique peut être trouvée. Président Filho, je m'excuse encore une fois de m'interrompre, mais de nos étudiants là, qui sont beaucoup contenus et ont beaucoup écouté, brûlent de passer aux questions suivantes. Alors, à moins que son Excellence, le docteur Kumar, quand même, PhD de Sciences Po, y a-t-il beaucoup de personnes dans la salle qui seraient donc, eux, français, PhD d'université de haute gamme indienne? Je ne suis pas sûr. Ait envie de rebondir, je crois qu'on va passer à la question suivante, à laquelle d'ailleurs vous allez certainement pouvoir réagir. Non? J'aurais, dans un premier temps, on avait commencé avec l'Afrique, j'aurais passé la parole à M. Keraman, donc l'interroger. Donc, pour revenir sur le livre donc, Chine-Afrique, on a la Chine, l'Inde et l'Afrique. Cependant, on a deux pays, donc la Chine et l'Inde, mais on a l'Afrique. L'Afrique qui est très hétérogène, comme on le sait, que ce soit économiquement parlant, que ce soit démographiquement parlant, culturellement parlant. Et donc, on a une Union africaine qui existe depuis 2002. Donc, on avait des précédentes unions, donc M. Keraman nous le présentera, qui sont un peu plus anciennes. Comment l'Afrique peut-elle réussir à faire bloc, à essayer de produire une union pour justement rivaliser avec les meilleurs, à avoir sa place au sein de ce trio Chine, Inde, Afrique. Donc, M. Keraman, à vous la parole. Merci de nous éclairer. Merci. Je me présente. J'ai eu dans mon pays, l'Algérie, des fonctions dans la diplomatie et dans l'économie. Maintenant, je suis consultant et je suis heureux de participer à cette réunion. Au plan africain, on parle de l'Union africaine qui a été créée effectivement en 2002, mais l'Union africaine, c'est simplement un changement de nom. Il y a eu, dès les années 60, ce qu'on appelle l'Organisation de l'Unité africaine. Je crois que c'est en 63, mais je ne suis pas sûr de la date. C'est-à-dire au lendemain des décolonisations. La décolonisation n'était pas achevée, puisque l'Organisation de l'Union africaine a eu à accompagner les dernières décolonisations. Donc, l'Organisation de l'Union africaine regroupe une cinquantaine de pays, 54 maintenant. Elle a son siège à Addis Abeba, l'Éthiopie, qui est l'État le plus ancien d'Afrique, méritait cet honneur. C'était à l'époque de l'empereur Haïlé Sélassié. Cette organisation est à la fois politique et économique. Elle tient un sommet annuel et elle structure d'un point de vue, elle donne à l'Afrique une unité au plan à la fois des relations internationales et des actions de concertation et de coopération interne. L'Afrique est évidemment, les pays africains sont hétérogènes, cela va de soi. Cette organisation nous sommes dans les années 70 au moment de 60 au moment de sa création. L'une de ses actions premières a été d'accompagner le processus de décolonisation. Il restait encore à libérer de l'apartheid de l'Afrique du Sud et la Rhodésie. Il restait également à décoloniser les pays lusophones. L'action politique de l'Afrique, au plan des instances internationales, de l'Assemblée générale des Nations unies, etc., a accompagné ce mouvement. L'Afrique a pris une part active au dialogue Nord-Sud. Tous les pays africains sont membres du mouvement des non-alignés et du groupe des 77. Bon, le mouvement des non-alignés est un mouvement politique qui, dans le contexte de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, regroupait les pays d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine qui ne voulaient pas être de l'Est ou de l'Ouest. Le groupe des 77 est un groupement économique qui regroupe aussi des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et qui permettait à ces pays de se concerter en vue des grandes conférences internationales aux Nations Unies ou dans le cadre du dialogue Nord-Sud. C'est dans ce contexte, je rebondis un petit peu sur la question du Sud-Sud, c'est dans ce contexte que, un petit peu à l'aval du dialogue Nord-Sud, on s'est dit pourquoi ne pas développer aussi un dialogue sur Sud, voire une coopération Sud-Sud. Pour revenir à l'organisation de l'Union africaine ou à l'Union africaine, comme elle s'appelle depuis 2002, elle se décline en groupements économiques régionaux. Il y a également, au plan économique, à souligner l'existence de la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, qui est un cadre spécialisé dans l'économie. Et je signale également qu'il existe la Banque africaine de développement, qui est issue un petit peu des activités de l'OUA, qui a son siège à Abidjan. Peut-être 2 ou 3 autres mots. Souvent, dans les déclinaisons internationales, on parle soit de l'Afrique subsaharienne, et par conséquent également de l'Afrique du Nord, soit de l'Afrique tout court. Bon, il est clair que l'OUA regroupe l'Afrique dans sa totalité. Il y a le cas simplement du Maroc qui appartenait à l'OUA à sa création, mais qui a quitté l'organisation lorsque l'OUA a accepté en son sein le Sahara occidental. On peut dire donc, mis à part ce cas un petit peu particulier avec l'Afrique, que l'OUA regroupe l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, souvent dans les statistiques des organisations internationales, on présente l'Afrique subsaharienne. Je dis que, par exemple, l'Afrique du Nord, dans les publications des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI, n'est pas rattachée à l'Afrique. Elle est rattachée à ce qu'on appelle la région MENA, Middle East North Africa. L'organisation politique de l'Union africaine regroupe l'Afrique dans sa globalité et on retrouve dans toutes les conférences internationales un groupe africain. Par exemple, à la COP 21 qui vient de se passer à Paris, je suis persuadé, je n'ai pas suivi ça de près, mais qu'il existait un groupe africain. Il y avait un négociateur africain, de l'Afrique dans sa globalité. Voilà ce que je peux dire. Je voudrais juste souligner un autre point, c'est sommets avec l'Afrique. Il y a eu, bien sûr, les sommets du Commonwealth, qui regroupaient tous les pays, donc aussi les pays africains anciennement membres du Commonwealth. Il y a le sommet France-Afrique, qui se tient régulièrement. Et depuis maintenant quelques 6 ou 7 années, le sommet Chine-Afrique, le sommet Inde-Afrique et des réunions, on n'appelle pas c'est des sommets aussi Japon-Afrique. Ce sont des indications importantes du rôle grandissant et de l'intérêt grandissant pour l'Afrique de la part, disons, des grands pays du Nord ou maintenant des grands pays du Sud. Merci à vous. Merci Monsieur Keraman, donc conseiller international algérien. Oui, nous on va revenir, on est dans le cadre d'une business school, on a le CP Europe, nous sommes français. Nous, ce qui nous intéresse, les descriptions sont intéressantes, les topos historiques sont intéressants aussi, mais la plus-value, la valeur ajoutée de l'ouvrage, c'est surtout comment on fait. C'est-à-dire qu'on a bien vu l'avantage de la position de l'ambassadeur de l'Inde, on a vu la position de certains Chinois, comment ils investissent, la création de banques d'investissement, la création de modalités de financement, le partage de technologies. On a vu comment c'est en train de changer, d'évoluer. Donc la question, c'est que la France est-elle bien située dans cette évolution? Est-ce qu'on a des efforts à faire? Et élèves de business school, à quel stage peuvent-ils prétendre? Comment peuvent-ils se situer par rapport à ce que vous décrivez dans votre livre et à ce qu'on évoque ici, en fait? Faut partir. Ben oui, faut partir. Welcome à la jeunesse indienne, chinoise, etc. Est-ce que l'ambassadeur est prêt à nous recevoir? C'est ça la question. Oui, et je termine. Partez où? Partez où? Eh bien, partez dans ce triangle, où vous voulez, mais dans ce triangle, parce que de toute façon, si vous allez en Chine, vous tomberez sur l'Afrique. Et vous tomberez sur l'Inde, parce que l'obsession aujourd'hui de la Chine, c'est l'Inde, bien évidemment.
Vous allez dans une business school indienne, vous allez apprendre quoi? Les business models indiens, mais vous allez parler de la Chine et de l'Afrique. Donc ce que je recommande, c'est aller dans ce nouveau monde. Vous verrez qu'il y a une vie fantastique, que ça boom, que vous, en France, qui avez un niveau de formation, ça a été indiqué tout à l'heure, exceptionnel par rapport à ces pays-là. Il faut vous rendre compte, il faut prendre conscience de ce que représente aujourd'hui un étudiant chinois par rapport à un étudiant français. L'étudiant chinois, c'est sa première génération en général, n'est-ce pas? C'est sa première génération. L'étudiant français, il en est à 3, 4, 5 générations dans sa famille. Et donc, il y a un effet comme les vieux vins, si vous voulez, de maturité, qui fait que j'ai des tas de jeunes qui sont aujourd'hui, qui travaillent en Inde, en Chine, et de plus en plus en Afrique. Il faut bien que vous vous mettiez dans la tête, quand j'ai parlé d'Orange tout à l'heure, ils vont avoir des cadres africains, bien sûr, mais ils ont besoin également de cette fusion des cultures. Parce qu'il y a, par exemple, une rigueur dans le business qui s'apprend à l'ESCP, qui ne s'apprend pas nécessairement dans les écoles de terrain. Attendez, Jean-Joseph, Voilà. business is business. Je crois que monsieur l'ambassadeur a des stages à nous proposer en Inde. Un petit peu. Oui, merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup. La réponse est évidemment oui. Et je voudrais donner 2-3 exemples. Tout d'abord, on octroie 500 visas par jour à l'ambassade de l'Inde. Je répète, 500 visas par jour. Ça, ce n'est pas plus intéressant pour vous parce que 300, 350, c'est pour des raisons touristiques. Mais il reste néanmoins qu'il y a quand même 20-25 jeunes Français et Françaises qui nous demandent visa d'emploi tous les jours à l'ambassade. Chaque jour, il y a 20 personnes. 20, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est quand même quelque chose. Hein. Si vous me disiez, il y a 35 ans, je suis entré dans le service diplomatique, il y a des Français qui m'ont demandé un visa d'emploi pour aller en Inde, et puis, enfin, je voudrais dire, peut-être vous êtes absolument fou de me dire ça, mais aujourd'hui, c'est la vérité. Deuxièmement, il y a un programme qui s'appelle Volontariat international d'entreprises français. C'est un programme français, hein? C'est un programme absolument français qui est dirigé par Business France, Biz France. Il y avait 50 personnes jusqu'à récemment qui ont allé chaque année, 50 Français et Françaises qui peuvent quand même être associés avec des sociétés françaises indiennes comme apprentissage, pour apprentissage. Maintenant, avec la visite dernière par le président de la République, on a augmenté ces chiffres maintenant, c'est 250. Donc il y a 250 Français et Françaises qui partent tous les ans pour faire l'apprentissage avec les sociétés françaises ou indiennes. C'est tout à fait vrai que si vous faites un MBA maintenant à Harvard ou Stanford, je ne sais plus avec les ISCP, mais j'espère que c'est la même chose. Si vous êtes un étudiant qui est très sérieux, avec beaucoup d'ambition, et vous faites un MBA, c'est absolument obligatoire que sur votre CV, il faut soit l'Inde, soit Chine. Au moins 6 mois. 4 mois comme apprentissage. Ça, c'est absolument obligatoire. Si vous ne connaissez ni l'Inde ni l'Afrique, c'est quand même un désavantage. Et dernièrement, je suis un peu plus optimiste quand même que mon cher ami Jean-Joseph à propos des industriels français. Les Français, ils vont très bien en Inde. Les sociétés françaises, ils font très bien. Par exemple, Capgemini maintenant, ils viennent d'acheter eGate en Inde. Ils ont 130 000 employés en Inde. Beaucoup plus que France, hein? Beaucoup plus qu'en France. Et puis Airbus maintenant, ils ont quand même une société avec Mahindra pour manufacturer, pour produire hélicoptères en Inde. Donc il y a beaucoup de sociétés qui performent très très bien en Inde. Le problème pour moi, c'est vraiment peut-être pour les petites et moyennes entreprises, hein. Surtout pour les petites et moyennes entreprises françaises. L'Inde peut poser comme un marché complexe, c'est un pays très grand, avec un peu de bureaucratie, je l'avoue, hein, volontairement. Nous avons notre millefeuille, si vous voulez.
Monsieur l'ambassadeur, justement, quand on était à l'Indian Institute of Ahmedabad, dont le dean d'ailleurs récemment nommé vient d'Harvard Business School, eh bien, figurez-vous qu'on a rencontré là-bas des étudiants de l'AM Ahmedabad, et on a une petite anecdote là-dessus, c'est que on a demandé aux étudiants qui avaient fait un échange avec le SCP, ces étudiants indiens, top niveau, qui sont venus un semestre sur le campus de l'ESCP. Alors, n'hésitez pas, osez nous faire votre critique. Qu'est-ce qu'il y a à l'ESCP ? Ils ont dit tout était absolument formidable. Il y a une chose, on a eu un petit peu de mal à s'intégrer quand même. Et là, ça paraît banal, mais ce qui était moins banal, c'est qu'étaient aussi présents 2 étudiants français qui, eux, avaient fait une école d'ingénieurs, avaient fait l'ESCP en équivalence, étaient partis en échange à Ahmedabad et nous ont dit eh ben nous aussi, on a eu un peu de mal à s'intégrer à l'ESCP. Alors là, 2 étudiants français qui avaient aussi du mal à s'intégrer, c'est très international, 50% d'étudiants internationaux, ça a au moins lancé le débat avec les étudiants. Et également, puisque vous parlez d'administration, on lance ce programme Advanced Business Cultures Diplomacy for Europe. Et justement, à ce moment-là, Léon Loluza et Toti Gupta me dit là peut-être tu débordes du sujet. Eh bien figurez-vous que non. Tout d'un coup on entend. Mais vous tombez bien. Nous sommes en train de chercher à former une 60aine d'ambassadeurs. Mais je dis mais c'est très bien. Envoyez-les nous. Voilà de bons échanges, des would-be ambassadeurs, ça nous va très bien ici. Mais donc les échanges, il y a tout pour. Et on a constaté. Mais quand on est revenu, mais moi j'ai dit à plein d'étudiants mais allez-y. Bon, c'est vrai que l'AM Ahmedabad est une exception, mais enfin quand même, quelles opportunités exceptionnelles de mettre sur votre CV. Je me demande si Béatrice ne peut pas réagir un peu sur tout ça, parce que un peu de point de vue académique quand même, non Béatrice ? Sur tout ce qui est dit, je pense que c'est important là. Oui, enfin moi je voulais juste un petit peu réagir, parce que un peu en écho là, avec ma matinée. Et ce matin, j'étais avec le DRH de L'Oréal. Et donc, on était devant un Parce que nous le valons bien. Oui, Béatrice a fait des livres exceptionnels sur la stratégie de L'Oréal. Et donc, on était avec ce parterre de DRH du CAC 40 et puis d'autres entreprises. Et donc, on parlait en fait de ce qui fait durer les entreprises. C'était le thème de l'échange qu'on avait ensemble. Et donc, puisque L'Oréal est une entreprise plus que centenaire, et que nous avons de très très belles entreprises en France qui sont plus que centenaires. Et en fait, notamment, on disait mais comment on va arriver en fait à passer, comment les entreprises passent ces aléas, et notamment la mondialisation. Et moi, je trouve qu'il y a quand même une notion extrêmement importante, et la réponse qui est venue de tous les échanges, c'était de dire que, en fait, ce qui était central, c'était l'homme. Et que je crois que dans cette dimension, enfin, il ne peut pas y avoir de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale. Et que je crois que ça, c'est aussi une dimension qu'on va retrouver en fait de plus en plus fortement dans nos entreprises. Alors là, juste si tu permets, il y a quand même un point important pour le monsieur l'ambassadeur. Là, c'est une question que je vais poser, mais que je pose aussi, c'est une question en commun, en fait, de Béatrice, doyenne de professorale, et moi-même. Nous sommes en train de développer, par rapport au social impact, pour l'école, un programme. Un programme où, vous savez que chez nous, c'est 13 000 € par an, le Master in Management de notre programme d'élite. En Europe, c'est les pre-masters, surtout, qui sont hors Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est les MBA, c'est les postgraduate. Nous sommes undergraduate. Bon. Eh bien, nous développons un programme, mais nous voulons, le pricing sera plutôt autour de 2500 €. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, destiné à tous les étudiants du monde ? On est en train de le fabriquer avec des MOOC, avec du online. Enfin, pour nous, c'est pas évident, comme pour vous, de fabriquer moins cher. Surtout avec, quand c'est vraiment fait à la main, j'allais dire de la haute couture, par nos PhD HDR français. Là, on est encore mieux qu'à Saville-Row, si vous voulez, chez Jeeves & Oaks. On est en France dans ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de développement de ce type de education for the masses? Est-ce que, je sais qu'il y a des instituts de for-profit education en Inde, très en avance, qui développent ça.
Est-ce que vous pensez que c'est un développement, ça a de l'avenir? Parce qu'on est très avancé, très impliqué là-dessus. Donc ne nous dites pas non, mais enfin bon, mais voilà, c'est pas une question de piège, on est vraiment dessus. Est-ce que vous pensez que ça, on a l'impression que c'est énorme avec Béatrice, que là sur Chindia-Afrique, et ça s'adresse aussi après certainement à Jean-Joseph qui réagira, cette possibilité pour 2500 € d'avoir accès à une formation annuelle, je veux dire, très importante, pour, donc, accessible aux classes moyennes, Education for the Masses, la puissance des classes moyennes des pays émergents, on est vraiment... Alors, on voudrait savoir s'il y a une réalité ou si c'est nous, là, qui sommes un petit peu en train de nous, de nous exciter un peu trop vite. Non, non, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Je suis absolument d'accord avec vous. Et on a, de toute façon, nous avons quand même une attitude très forte que pour l'éducation d'un garçon surtout, mais aussi les filles. De nos jours, je vois une fille indienne là-bas, donc c'est très bien. Et puis, même pour l'éducation, on est prêt à vendre les appartements. C'est ce que moi je fais, personnellement. Pour ma fille, et j'étais obligé de l'envoyer au Toronto pour étudier à University of Toronto, j'ai vendu mon appartement. Tout simplement parce que le Canada, c'est cher maintenant. Et franchement, 2500, ou c'est ce que vous avez dit comme chiffre, c'est vraiment rien du tout. Donc, vous êtes déjà très, très compétitif. Le problème pour moi, c'est le suivant. Tout d'abord, vous avez un problème de langage. Donc, vous êtes en train de rectifier ça. Il y a des cours en anglais, etc. Et j'espère que les Indiens vont apprendre français aussi. Hein. Ce n'est pas si difficile que ça. Si je demande des gens de l'Inde du Nord d'apprendre tamoul, comme Jean-Joseph dit, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'apprendre français que tamoul. Hein. Moi, je ne vois pas de tamoul là-bas, mais écoutez, c'est très difficile pour eux d'apprendre tamoul. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Mais la deuxième chose, eux, ils veulent rester en France pour travailler, moi, je pense. Après ces études, ils veulent rester ici. Jusqu'à maintenant, c'était un problème. Mais avec la visite de la présidente de la République, on s'est mis d'accord avec les autorités françaises que s'ils font le master ici, ils peuvent passer 2 ans ici, sans problème, maintenant. Après ces études de master, ils peuvent passer 2 ans. Mais encore faut-il qu'il faut le travail.